Bonjour, bienvenue à ce webinaire, à ce Midi Hermès, Institut universitaire en dépendance. C'est un grand plaisir, un grand bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Magali Dufour et je suis une des co-chercheurs, des chercheurs dans l'équipe Hermès avec ma collègue Valérie Van Mouric. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de clore un peu cette belle saison. Que vous avez eu de différents webinaires, que ce soit Hermès, que ce soit avec l'Institut universitaire, avec une présentation qui s'intéressera aux couples. Nous sommes donc très heureux que vous soyez si nombreux avec nous ce midi, dans un magnifique midi, hein. Nous devions nous voir, vous vous souvenez peut-être, une certaine journée de tempête au mois de mars, là, où est-ce que, tu sais, c'était moyen, hein, où est-ce que les fils électriques ne tenaient plus en place. Donc, ça devait être ce fameux midi, mais on a donc pensé remettre aujourd'hui. Et donc, nous allons terminer avec la présentation de Laurence Godet, qui s'est intéressée dans sa thèse d'honneur. Donc, c'est un travail qu'elle a fait dans le cadre de ses études au bac en psychologie. Elle s'est donc intéressée aux couples qui avaient participé au projet Couple-Jeu, le projet de Joël Tremblay, Nadine Blanchette-Martin, Karine Bertrand, Marianne Saint-Jacques, Francine Ferland. J'imagine que j'oublie de certains chercheurs. Mais donc, enfin, lorsque Laurence m'a proposé de travailler avec moi, j'avais la question, un peu comme vous avez peut-être, très souvent, on a l'impression que on rencontre tu sais, des conjoints ou des partenaires qui ont un joueur dans leur vie, puis ils ont envie que le joueur vienne en traitement, et puis ils ont l'impression que le partenaire n'a pas besoin d'aide. Et c'est un peu avec cette question-là qu'on s'est dit avec Laurence, mais on pourrait, parce qu'on avait la chance avec le projet de Joël d'avoir des données des deux membres du couple, on s'est dit, mais allons voir un petit peu plus loin euh, qui sont ces partenaires, puis est-ce que vraiment elles n'ont pas besoin d'aide, hein. C'était un petit peu ça en se disant, mais qui sont-ils? Ben, c'est surtout des femmes, vous allez voir. Et donc, c'est vraiment avec cette question-là qu'on a en tête en se disant, tu sais, quand ils viennent puis on dit, ben non, c'est mon conjoint, c'est mon partenaire qui a le problème, traitez-le puis tout va bien aller. Ben, on voulait vraiment voir donc le niveau de souffrance de ces partenaires-là, puis on a donc pensé les comparer. Et donc, Laurence Godet va vous présenter un peu l'ensemble de ses réflexions et vous allez avoir la chance que Valérie Van Mouric, qui est une clinicienne que vous connaissez, que vous adorez, qui est membre de l'équipe Hermès, eh bien, elle a décidé de faire équipe avec Laurence pour aider Laurence, qui est une jeune clinicienne, hein, qui débute son doctorat cette année avec moi, eh bien, pour pouvoir bonifier la réflexion clinique de ces résultats qui sont vraiment intéressants. Donc, sans plus tarder, nous allons donc aller à la présentation de Laurence. Laurence, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour le Midi Hermès IUD. Donc, à toi la parole, ainsi qu'à Valérie. Merci beaucoup, Magali. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, je vais vous présenter mon écran. Je vais partager le tout. Vous pourrez me dire si vous voyez bien mon écran. Tout fonctionne. Parfait. Donc, comme Magali l'a si bien présenté, mon projet, c'était un article écrit dans le cadre de ma thèse d'honneur, supervisé par Magali Dufour, et c'est basé sur les données de Joël Tremblay. Donc, le titre, c'est Comparaison entre la détresse psychologique des joueurs avec un trouble lié au jeu d'argent et celle de leur partenaire. Et c'est une étude qui est en contexte d'entrée en suivi de réadaptation de couple. Donc, petit plan de la présentation rapidement. On va commencer par des petites définitions que vous savez déjà, mais juste pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde par rapport à certaines définitions. Regardez brièvement les prévalences des jeux d'hasard et d'argent. Après, je vais passer sur le contexte et la méthode de l'article qu'on a écrit et vous présenter les résultats qui sont cliniquement pertinents. Je ne m'attendrai pas sur tout ce qu'on a trouvé comme résultat parce que je pense que ce qu'on veut aujourd'hui, je ne sais pas exactement tous les gens qui sont dans la présentation aujourd'hui, là, mais je pense que vous êtes principalement des cliniciens. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qui en ressort cliniquement de cette étude-là. Après, on va aller regarder les limites de l'étude pour ne pas généraliser à tout le monde, mais bien généraliser avec ce qu'on peut dans l'échantillon. Après, qu'est-ce qui va être super intéressant aussi, je pense, c'est d'aller voir des recommandations pour l'inclusion des partenaires en suivi des réadaptations.
Moi, je vais pouvoir vous présenter le côté un peu plus théorique de c'est quoi les modèles qui ont été élaborés pour comment inclure les partenaires. Mais on a la chance que Valérie Valmoric va pouvoir ajouter, bonifier avec des exemples cliniques de sa clinique à elle, parce que moi, je ne suis pas encore clinicienne, je n'ai pas encore fini mes études, fait que je veux pas vous donner des recommandations trop cliniques. Fait que Valérie va s'occuper de cette partie-là. Et on va pouvoir finir avec des petites questions, discussions à la fin, même si je pense pas qu'on aura énormément de temps, mais vous pouvez écrire vos questions dans le chat et à la fin, on va pouvoir s'y attarder. Donc, on commence ça avec les définitions. Vous le savez déjà, là, mais bon, JHA, ça va être les jeux d'hasard et d'argent. Et c'est défini comme étant une activité où l'on mise de l'argent ou un objet de valeur de façon irréversible, alors que l'issue de jeu repose en grande partie sur le hasard. Donc, si je dis JHA durant la présentation, c'est à ce à quoi je fais référence. Et après ça, on a le trouble d'utilisation des JHA. Ça, c'est le DSM-5 définit ça comme le trouble de la pratique inadaptée, persistante et répétée des jeux d'argent qui perturbent l'épanouissement personnel, familial ou professionnel. Pour ce qui en est des prévalentes au Canada, on a environ 1,6 de la population qui présente un risque modéré à grave de troubles d'utilisation des GHA. Et spécifiquement au Québec, on a 20,3 des adultes qui ont joué à des GHA en ligne dans la dernière année. Et au sein de ces joueurs-là, ben, il y a un 10,8 qui sont considérés à risque modéré et 7,7 qui sont considérés à risque élevé de présenter un trouble d'utilisation. Donc ça, c'est quand même substantiel parce que ça représente à peu près un peu plus de 100 000 personnes au Québec. Donc c'est quand même, c'est énorme. Euh, pour ce qui en est du contexte théorique et de la valeur ajoutée de l'étude. Donc, Magali a fait un résumé de pourquoi on a fait cette étude-là, pourquoi on s'est penché sur la question. Mais je vous dis un peu qu'est-ce qu'on savait déjà, qu'est-ce que cette étude-là nous a apporté. Donc, on sait qu'il y a quand même une perte de contrôle dans les habitudes de GHA qui engendre des répercussions importantes dans la vie des joueurs et on peut imaginer aussi dans la vie des partenaires. Il y a déjà des études qui ont été faites à ce niveau-là. Et dans les études qui ont été faites, qui sont parfois plus exploratoires, avec un N, donc un nombre de participants qui est un peu plus petit, on voit que les visions des membres du couple sont parfois différentes par rapport aux impacts des habitudes de jeu. Donc, les joueurs ne perçoivent pas nécessairement toujours les mêmes visions que les partenaires, mais les études n'étaient pas toujours complètes à ce niveau-là. Des fois, il y avait des petits N, comme j'ai dit, et très souvent, on avait une connaissance super limitée des partenaires qui souhaitaient vraiment s'investir avec le joueur en suivi de réadaptation. Donc, on a eu des études qui regardaient les partenaires qui n'étaient pas en suivi de réadaptation, mais c'est celles qui veulent vraiment continuer à investir dans leur couple, qui voient vraiment que peut-être que le problème va se régler un jour. Donc, on peut questionner ces partenaires-là. On sait aussi par d'autres études, notamment de Joël Tremblay, mais de d'autres auteurs dans la littérature, que l'intégration des partenaires dans le suivi de rétablissement, mais ça apporte plein d'avantages. On voit qu'il y a moins d'abandon de traitement, on voit qu'il y a une compréhension plus en profondeur, etc. Donc, si on sait qu'il y a ces avantages-là, ben, on veut savoir c'est qui s'y prête au jeu, qui vient comme partenaire en traitement. Et bien, il n'y a aucune étude, à notre connaissance, qui a tenté d'établir spécifiquement quels facteurs contribuent à la détresse psychologique de chaque membre du couple. Donc, ça pourrait être intéressant pour améliorer les interventions cliniques de vraiment avoir une différence de qu'est-ce qui amène la détresse chez le joueur et chez la partenaire. Juste avant de passer à la prochaine étape, je vais juste dire rapidement, Magali l'a déjà un petit peu mentionné, mais j'utilise le joueur, la partenaire. Ça ne veut pas dire que dans l'étude, il y avait seulement des hommes joueurs, mais je pense que ça va plus vite à l'oral. Si je fais un petit peu une généralisation, mais c'est à peu près le trois quarts des joueurs qui étaient hommes. Donc, c'est pour ça que je dis le joueur, la partenaire, c'était pas exclusivement ça. Pour les objectifs de l'étude qu'on a faite, il y avait deux objectifs. Il y avait comparer les joueurs à leurs partenaires lors de l'entrée en suivi de réadaptation de couple quant à quelques caractéristiques comme la détresse psychologique, les méfaits associés aux habitudes de GHA et leur vision de la qualité de la relation conjugale. Donc, comparaison des joueurs et de leurs partenaires. Étape numéro 2, on voulait vraiment déterminer et comparer les facteurs associés à la détresse psychologique des deux partenaires. Petite note par rapport à la présentation, je veux juste dire que l'étude originale de Joël Tremblay, c'est une étude originale qui a été faite dans un contexte de recherche où les cliniciens qui étaient en centre de réadaptation en dépendance ont été formés à l'intervention de couple. Je ne sais pas, vous, si la plupart des gens dans le webinaire ont été formés en intervention de couple, mais ce n'est pas pour dire qu'une intervention individuelle est nécessairement moins bonne, mauvaise, pas adaptée. C'est vraiment pas nécessairement pour le but de faire une promotion d'un suivi qui est complètement en réadaptation avec les couples. Je sais que ça dépend de
cadre professionnel, votre ordre professionnel, ça dépend, c'est pas toujours possible. Des fois, il y a des joueurs qui sont célibataires ou la partenaire ne veut pas s'impliquer, c'est bien correct. Mais je pense que la présentation peut quand même être pertinente, même quand on a un suivi individuel avec le joueur. On peut quand même, au travers de la présentation, peut-être mieux comprendre la détresse du joueur. On peut mieux comprendre la détresse du partenaire, de la partenaire et l'expliquer peut-être un peu mieux au joueur en thérapie, même si dans un suivi individuel. Puis, ben, peut-être que ça pourrait aussi inspirer à impliquer de façon sporadiquement la partenaire en suivi quand c'est possible. Donc, c'est ça le but de la présentation, s'il y a quelque chose à ressortir, mais c'est pas de dire qu'un suivi individuel n'est pas adapté, au contraire. Donc, la procédure de recrutement de l'étude et les critères d'inclusion, c'était quoi? Comment ça a été fait? Bien, la présentation de l'étude était offerte à tous les usagers en couple qui demandaient des services pour un trouble d'utilisation de GHA dans un des 8 centres de réadaptation, donc un CRD qui participait à l'étude au Québec. Pour être éligible, les participants devaient vivre ensemble depuis au moins 6 mois en couple et être âgés de 18 ans ou plus. Et spécifiquement, les joueurs devaient être diagnostiqués avec un trouble d'utilisation des jeux d'hasard et d'argent et devaient avoir joué au cours des 3 derniers mois et ne devaient pas avoir participé à un autre traitement, une autre psychothérapie ou réadaptation, suivi de réadaptation au cours des 6 derniers mois. Donc, quel échantillon ça nous a donné, ça? Ça a donné 196 participants, participantes, et c'était 96 couples hétérosexuels, 2 couples homosexuels. Et les participants étaient âgés entre 19 et 77 ans, avec une moyenne de 42 ans. Et comme je l'avais dit un peu plus tôt, là, il y avait 73,5 % des joueurs qui étaient des hommes. Près du tiers des participants gagnaient moins de 25 000 par année. Et le temps de moyen de vie commune de couple était de 11,6 ans. Pour les outils de mesure qu'on a utilisés dans l'étude, premièrement, on est allé questionner des caractéristiques sociodémographiques, évidemment, l'âge, le genre, nationalité, orientation sexuelle, salaire annuel, temps de vie commune, etc. Ça, c'était pas des questionnaires, c'était vraiment des questions qu'on a posées comme chaque début d'étude. Après, pour aller questionner la santé mentale, on a utilisé l'indice de détresse psychologique de l'Enquête de Santé Québec pour aller voir spécifiquement la détresse psychologique. Et ce questionnaire-là, il évalue les symptômes de dépression, anxiété, dysfonctionnement cognitif, irritabilité. Donc, on a vraiment comme un portrait complet de la détresse. Pour ce qui en est des habitudes de jeu, d'hasard et d'argent, on est allé voir les caractéristiques de jeu, non pas avec un questionnaire validé, mais des questions individuelles au début pour savoir c'est quoi les jeux de prédilection, le nombre d'années de jeux problématiques, les sommes d'argent perdues, etc. Après, on est allé voir la sévérité du trouble avec l'indice canadien de jeu excessif, qui évalue la sévérité du trouble dans les 3 derniers mois. Et on est allé voir les conséquences. Donc, les conséquences, c'est avec un questionnaire qui a été fait par Joël Tremblay et son équipe, qui questionne les conséquences négatives des GHA par rapport à plein de sphères, donc finances, conditions de vie, relations de couple, santé physique, vie professionnelle, sociale, juridique et familiale. Vraiment un éventail de conséquences négatives. Après ça, pour les dynamiques conjugales, on est allé voir résolution de problèmes conjugaux avec le Marital Problem Solving Scale. On est allé voir aussi l'ajustement dyadique et la stabilité conjugale. Ma prochaine slide, je vous fais des courtes définitions sur c'est quoi ces termes-là si jamais vous n'étiez pas familier avec ces deux termes-là. Mais juste vous dire brièvement que pour l'ajustement dyadique, on a utilisé l'échelle d'ajustement dyadique qui évalue divorce envisagé, estimation de la qualité de la relation, les confidences faites à l'autre et le degré de bonheur. Et pour la stabilité conjugale, on a utilisé le Marital Status Inventory qui évalue spécifiquement la probabilité de séparation imminente. Donc, juste pour être sûr de bien comprendre, c'est quoi la différence entre ajustement dyadique et stabilité conjugale? L'ajustement dyadique, ça désigne la qualité d'une relation sentimentale impliquant 2 personnes. Cette qualité-là peut également refléter la mesure dans laquelle un couple est capable d'atteindre un consensus sur des questions clés, le degré de tension qui s'éprouve en raison de leurs différences et l'absence générale de détresse dans la relation. Tandis que la stabilité conjugale, c'est un petit peu plus spécifique, ça désigne vraiment le maintien de la relation amoureuse par une absence de séparation ou de propension des partenaires à envisager une rupture. La stabilité conjugale, c'est un des éléments évalués dans l'ajustement dyadique, mais c'est plus précis par rapport à la séparation. Les analyses statistiques qu'on a faites dans l'article, je passe super brièvement parce que je pense pas que c'est ça le noyau de la présentation, là, mais on a fait des petites analyses descriptives pour regarder nos variables sociodémographiques, décrire l'échantillon. Après, on a fait des tests T pour échantillons appariés pour comparer les deux membres du couple en tant qu'une seule unité, comparé par rapport à plusieurs caractéristiques que je vais détailler plus tard. L'échantillon apparié, c'est pour dire que les membres de l'échantillon n'étaient pas indépendants, mais bien ils étaient en couple, donc ils s'inter-influencent ensemble.
Et par la suite, on a fait des régressions hiérarchiques pour le deuxième objectif, de voir vraiment quels facteurs contribuent à la détresse psychologique des joueurs et la détresse psychologique des partenaires. Donc, la régression hiérarchique, c'est vraiment caractérisé par le fait qu'on essaie d'expliquer une variable avec plusieurs blocs de d'autres variables. Donc, on a fait mettre les variables en blocs qui avaient un certain ordre logique. On commence avec les variables sociodémographiques, donc l'âge des participants, le genre, le salaire et tout. Après, on est allé avec des variables qui étaient liées au jeu d'hasard et d'argent et on a terminé par des variables conjugales, donc résolution de problèmes de couple, ajustement diadique et tout ça. Qu'est-ce que ça nous a donné? J'ai mis un petit tableau ici de résultats. C'est vraiment plus si vous voulez écouter le webinaire en rediffusion ou aller voir le PowerPoint par la suite. Moi, je ne m'arrête pas à dire des chiffres ou des niveaux de signification aujourd'hui parce que c'est pas ça l'important, mais je vous le laisse ici si jamais vous êtes curieux d'aller voir c'est quoi les résultats en tant que tels qu'on a eus. Moi, je vais vous dire qu'est-ce que je trouve cliniquement pertinent en l'oral. Donc, on va aller voir c'est quoi la comparaison des conséquences négatives. On a trouvé dans l'étude que les deux membres sont affectés de façon similaire en quantité de conséquences négatives totales dues aux troubles d'utilisation des GHA, mais les conséquences ne sont pas toujours les mêmes. On a trouvé que les partenaires ils rapportent plus de conséquences sur la relation conjugale, ça on pouvait un peu s'y attendre, mais aussi sur leur santé psychologique. Ça, c'est quand même assez surprenant, là. On pense que bon, c'est le joueur qui a la dépendance, donc c'est le joueur qui va ressentir le plus de problèmes au niveau santé psychologique, mais les partenaires avaient des scores plus élevés que les joueurs. Les joueurs, eux, rapportaient davantage de conséquences dans le domaine judiciaire. On peut aussi s'y attendre, ça fait du sens. Et les conséquences étaient similaires au niveau des besoins de base, des loisirs, des relations avec les enfants, le plan personnel, la santé physique et vie professionnelle et sécurité financière. Donc, on voit que la majorité des conséquences négatives, elles affectent autant leur partenaire que le joueur, ce qui est quand même c'est inquiétant si on pense que la plupart des joueurs vont en traitement sans leur partenaire. C'est inquiétant de savoir que les partenaires vivent autant de conséquences négatives. Moi, je trouve que ces résultats-là, ça peut un peu orienter certains thèmes à aborder plus avec les partenaires ou les joueurs dans un suivi de réadaptation, voire se rappeler, ben, OK, c'est vrai, les joueurs, il y avait plus de problèmes dans le domaine judiciaire. Je vais aller spécifiquement questionner ça par rapport aux joueurs. Par rapport à la détresse psychologique, les joueurs et les partenaires semblent tous deux souffrir énormément. Il n'y avait pas de différence entre les joueurs et les partenaires pour la détresse psychologique. Il n'y en avait pas un qui souffrait plus que l'autre, mais dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que les deux souffrent énormément. Dans notre échantillon à nous, il y avait plus de 40% des deux membres du couple qui présentaient une détresse psychologique élevée. Ces pourcentages-là, c'est presque comme 4 fois plus élevé que ce qui est observé dans la population générale au Canada, où environ 10%, on estime, de la population va souffrir d'un trouble dépressif au cours de leur vie. Tandis que là, dans l'échantillon, maintenant, 40% qui avaient une détresse psychologique élevée. C'est super inquiétant. Ça prouve à quel point cette population-là a besoin d'aide. Ça prouve à quel point c'est important d'offrir une relation d'aide aux partenaires aussi, même si elle ne nécessite pas de traitement pour une dépendance. Et d'aller souvent adresser les troubles dépressifs en comorbidité, même si on est en suivi de réadaptation pour une dépendance. Au niveau de la stabilité conjugale, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que les partenaires rapportent beaucoup plus d'instabilité conjugale que les joueurs. Moi, c'est un chiffre qui m'avait un peu choqué, là, mais 0% des joueurs qui, on se rappelle, sont en suivi de réadaptation pour une dépendance en couple. Il y avait 0% des joueurs qui percevaient un risque de séparation, comparativement à 17,7% des partenaires. Donc, c'est quand même vraiment important en début de suivi de réadaptation d'aller adresser avec les partenaires, voir est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce que les deux membres possèdent la même vision du risque de séparation? Parce que si le joueur se dit ben moi, je vois ma partenaire, elle s'implique en traitement avec moi, ça veut dire qu'elle veut rester avec moi. Mais au final, il y en a quand même presque 20% des partenaires qui se disent, moi, si ça ne change pas super bientôt, c'est fini, on se laisse. Ben, c'est important à adresser, comme c'est important à savoir. Euh, Ça serait important aussi d'aller voir le 0% de joueurs dans notre échantillon qui percevaient un risque de séparation. Est-ce que c'est expliqué parce qu'il y a une minimisation des problèmes qui est faite parce que les joueurs ont tendance à être dans le déni, dans la minimisation, se dire que dans le fond, tout va bien? Ou ils savent que ça va mal, mais dans le fond, c'est le fait de voir leur partenaire s'investir avec eux en suivi de réadaptation qui leur démontre OK, ben dans le fond, j'ai le support que j'ai besoin, ça va fonctionner, on va travailler ensemble pour régler le tout. Ça serait important d'aller voir c'est quoi la raison de cette stabilité conjugale-là qui est plus perçue par les joueurs que par les partenaires. Au niveau d'ajustement dyadique, il n'y avait pas de différence significative entre les groupes pour l'ajustement dyadique, entre les joueurs et les partenaires. Dans le fond, on trouve, c'est un peu comme la détresse, là, on trouve que les couples où l'un des deux membres souffre d'un trouble d'utilisation des GHA, ben, ils ont juste des ajustements dyadiques beaucoup plus faibles que ce qui serait souhaitable pour une relation conjugale saine.
dans le questionnaire qu'on a utilisé, nous ici, c'était le DAS. On voudrait en moyenne 15 ou plus, un score de 15 ou plus, désolé, pour que la relation soit considérée comme saine. Dans notre échantillon, nous, on avait en moyenne un score de 11,2. Donc, c'était très bas comme ajustement dyadique, comparément à la population générale où on a une moyenne de 16. En traitement, on souhaite croire qu'en offrant accès à un lieu de neutralité, de bienveillance, où les conflits et les tensions qui résultent de la dépendance peuvent être discutés ouvertement, on souhaite vraiment que l'ajustement dyadique augmente de façon importante. Euh, donc voilà, mais à la base, il était très faible. Pour la résolution de problèmes conjugaux, ça c'est quand même intéressant. Les joueurs obtiennent des scores légèrement plus élevés que les partenaires. Donc les joueurs estiment et scorent mieux dans la résolution de problèmes conjugaux que les partenaires. Il y a certaines hypothèses, on peut pas nécessairement, on peut pas dire exactement pourquoi, mais dans notre échantillon, on a certaines hypothèses de pourquoi ça se passe. Peut-être, il y a une possibilité que les joueurs développent de meilleures compétences en tentant continuellement de résoudre des problèmes de toutes sortes créés par leurs habitudes de jeu. On sait que les habitudes de jeu, parfois, ça peut créer des situations de problèmes financiers, de toutes sortes de problèmes, évidemment. Peut-être qu'en tentant continuellement de résoudre ces problèmes-là, ça se pourrait que les joueurs aient vraiment développer des résolutions de problèmes meilleures. Aussi, dans une perspective peut-être un peu plus pessimiste, mais peut-être aussi réaliste, ça a été prouvé, on a observé là, que les joueurs ont tendance à surestimer leur capacité d'arrêt de jeu. On l'entend souvent au début là, des joueurs qui disent ben, je peux arrêter quand je peux, c'est pas tant un problème. Donc là, on se dit, s'ils surestiment leur capacité d'arrêt de jeu, est-ce qu'il y a peut-être une chance aussi que les joueurs ont potentiellement tendance à surestimer leur capacité de résolution de problèmes? On ne sait pas, c'est des hypothèses. Il est aussi probable que les partenaires scorent bas parce que les partenaires, elles vivent énormément d'impuissance acquise. Elles ont tenté de résoudre des problèmes tellement de fois, il n'y a jamais rien qui a changé. Au contraire, c'est devenu de pire en pire. Il y a une impuissance qui s'installe chez les partenaires. Peut-être qu'au final, elles essaient même plus de résoudre les problèmes conjugaux. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elles scorent bas. C'est important aussi de dire que les deux, les partenaires et les joueurs, ont en moyenne des compétences de résolution de problèmes considérées comme modérées et non des compétences dites élevées. Donc, même si les joueurs scorent un peu plus haut, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont des excellentes capacités de résolution de problèmes conjugaux. Donc, c'est quelque chose qui est important d'aller adresser en suivi de réadaptation. C'est aussi très important d'aller travailler la résolution de problèmes en suivi de réadaptation spécifiquement avec les partenaires parce qu'on va y revenir un peu plus tard, mais c'est un des éléments qui a scoré comme expliquant une partie de la détresse psychologique spécifiquement des partenaires et non des joueurs. Donc, ça va être important d'aller travailler avec eux, voir c'est quoi leur stratégie de résolution de problèmes et c'est quoi les autres stratégies qui pourraient peut-être être plus adaptées à leur situation. On va y revenir. Donc là, ça, c'est un peu le premier objectif de comparaison entre les joueurs et partenaires. Là, pour le deuxième objectif de voir qu'est-ce qui contribue à la détresse psychologique, on va analyser maintenant qu'est-ce qui contribue à la détresse psychologique des joueurs, après qu'est-ce qui contribue à la détresse psychologique des partenaires. J'ai mis mon petit tableau de régression hiérarchique avec mes significations et tout, mais je m'arrête pas aux chiffres en ce moment, comme je vous ai dit. Juste pour vous indiquer que le premier bloc de variables, qui étaient des variables sociodémographiques, donc âge, salaire, genre et tout ça, ça l'expliquait chez les joueurs 14 de leur détresse psychologique. Donc, on va aller voir plus tard c'est quoi spécifiquement les variables qui contribuent à la détresse, mais quand même, ça l'explique 14 de la détresse. Quand on ajoutait après ça des variables dans le deuxième bloc qui étaient liées au jeu d'hasard et d'argent, c'était aussi significatif, ça l'ajoutait 31 de la variance. Donc, c'est relié à 31 de la détresse psychologique des joueurs. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le dernier bloc, lorsqu'on ajoutait des variables conjugales, donc résolution de problèmes, ajustement dyadique, stabilité conjugale, ça ne contribuait pas de façon significative dans l'explication de la détresse psychologique des joueurs. Donc ça avait comme plus ou moins d'impact. C'est quoi les variables précises qui contribuaient significativement à la détresse des joueurs? On avait le genre. Donc, on avait les femmes qui souffraient plus que les hommes, même si on n'avait pas énormément de femmes joueurs. Là, la tendance, c'était que les femmes joueurs souffraient plus que les hommes joueurs. Ça, c'est vraiment une tendance qu'on retrouve dans plein d'autres psychopathologies, notamment la dépression, l'anxiété. C'est multifactoriel, évidemment. Là, on ne rentre pas dans une grosse analyse de genre, mais c'est sûr que statistiquement, les femmes ont plus tendance à avoir vécu des traumatismes dans leur vie. Parfois, les femmes ont une plus grosse pression de devoir gérer la vie professionnelle avec la vie familiale, qui est parfois plus difficile, plus de pression mise sur les femmes à ce niveau-là. Il y a une socialisation des femmes qui est plus émotive, qui a été faite. Donc, on retrouve dans plein de psychopathologies le fait que les femmes souffrent plus que les hommes. Et là, c'est aussi retrouvé ici en dépendance. Pour les revenus, plus le revenu était faible, plus il y avait de détresse.
Ça, c'est assez, logique, là. Si les revenus étaient déjà faibles à la base, c'est sûr que si on se met à perdre énormément d'argent, ça devient encore plus un enjeu. Donc, on s'y attendait un petit peu. Les conséquences négatives aussi, ça contribuait significativement. Plus il y avait de conséquences négatives, plus il y avait de détresse. On reste dans ce qui fait beaucoup de sens. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que le nombre d'années de troubles d'utilisation des jeux d'hasard et d'argent était significatif, mais pas la sévérité du trouble. Donc, plus le nombre d'années était élevé de troubles d'utilisation, plus il y avait de détresse. OK. Mais plus le trouble était sévère, ça n'augmentait pas la détresse des joueurs. Donc, pourquoi? Une expression possible, ça serait que les GHA, ça offre un échappatoire aux joueurs. Ça fait en sorte que même si le trouble est sévère, même si les joueurs passent énormément de temps en ligne ou au casino à jouer, ils ne ressentent pas nécessairement plus de détresse, surtout au début. Mais là, par contre, là, les années après ça, ça s'accumule. Plus le joueur est confronté au fait que il s'agit bel et bien d'une dépendance, puis l'échappatoire que offrent les jeux d'hasard et d'argent, ben, il est de moins en moins efficace au fil des années. Donc, ça serait notre théorie de pourquoi le nombre d'années a un impact sur la détresse du joueur, mais pas nécessairement la sévérité du trouble en tant que tel. Pour ce qui en est des partenaires, les différents blocs dans la régression hiérarchique, on avait les variables sociodémographiques qui, elles, expliquaient 16% de la détresse psychologique des partenaires, qui était similaire aux 14% des joueurs. On va aller regarder c'est quoi les variables spécifiques dans la prochaine slide. Quand on ajoute les variables liées au JHA du joueur, on ajoute un 22% d'explication de la détresse des partenaires, donc significatif. Et après, on s'y attend, les variables conjugales, ben, elles étaient significatives pour les partenaires. Elles expliquaient 11% de la détresse des partenaires. Donc, une différence ici quand même significative avec les joueurs. C'est quoi les variables qui contribuent spécifiquement à la détresse des partenaires? On avait le genre, encore une fois, les femmes souffrent plus que les hommes quand elles sont joueuses et quand elles sont partenaires. Partout, les femmes souffraient plus que les hommes. Les conséquences négatives, encore une fois, plus il y avait de conséquences négatives, plus il y avait de détresse. La sévérité aussi du trouble, donc plus le trouble du joueur est élevé, plus la détresse de la partenaire est élevée. Donc là, ici, c'est différent. Avant, c'était le nombre d'années pour le joueur qui augmentait la détresse. Ici, c'est vraiment la sévérité du trouble. Donc, à quel point il y a de l'argent qui a été perdu, à quel point il y a du nombre d'heures passées à jouer et tout. Là, vraiment, la sévérité, c'est ça qui joue sur la détresse de la partenaire. La détresse du joueur aussi, ça c'est vraiment intéressant. Moins le joueur vit de détresse, plus la partenaire vit de détresse. On aurait pu penser qu'un joueur plus souffrant amène plus de détresse à sa partenaire, mais non, c'est vraiment une relation contraire. Pourquoi? On va l'expliquer un tout petit peu plus tard. Là, je vais juste finir les variables qui sont significatives. Il y avait aussi les capacités de résolution de problèmes conjugaux des partenaires. J'avais mentionné un peu avant, mais moins il y a de capacités de résolution de problèmes conjugaux chez les partenaires, plus il y a de détresse. Ça va être vraiment important d'aller regarder évaluer les capacités de résolution de problèmes, regarder pour chaque tactique de résolution de problèmes, c'est quoi les avantages, c'est quoi les désavantages, c'est quoi les autres possibilités qui s'offrent aux partenaires afin de régler ça parce qu'on voit que c'est significatif dans leur détresse. Et pourquoi moins de détresse chez le joueur, ça apporte plus de détresse chez les partenaires, c'est quand même intéressant. Il est possible qu'une faible détresse chez les joueurs soit perçue par les partenaires comme un signe de non-reconnaissance, voire même une minimisation de l'ampleur du trouble. La partenaire pourrait craindre que le joueur va abandonner le traitement s'il ne souffre pas assez, qu'il ne va pas s'investir assez en suivi de réadaptation. Aussi, ben, ils ont raison, en fait, les partenaires, parce qu'il y a différentes recherches qui indiquent que de nombreux joueurs abandonnent rapidement le processus thérapeutique après le début d'un traitement, surtout quand c'est individuel. Fait que les partenaires ont raison de craindre. Puis, c'est ça, moins que de détresse, ça peut être vraiment invalidant pour la partenaire de se dire, ben moi, je souffre énormément, pourquoi lui ne souffre pas? Quand c'est un peu ses habitudes à lui qui causent notre souffrance. Donc, voilà. Avant de passer aux recommandations cliniques, je vais juste vous dire brièvement quelques limites de l'étude pour pas qu'on généralise trop à des populations qui n'étaient pas incluses dans l'étude. Juste dire on n'avait pas un groupe contrôle de couples dans la population générale. Donc, c'est difficile de généraliser aux autres couples où il y a une dépendance, mais qui ne sont pas en traitement, parce que nous, c'était vraiment une population clinique qui était en traitement. L'échantillon aussi qu'on avait est en grande majorité composé d'hommes joueurs et de femmes partenaires. Donc, dur à vraiment généraliser aux couples où c'est le contraire, où la femme est joueuse et l'homme est partenaire. Et les grande majorité des couples, nous, on avait 96 couples sur 98 qui étaient hétérosexuels. Donc, vraiment difficile de généraliser aux couples qui sont homosexuels. Il y a aussi un biais qui est possible dans l'échantillon parce que l'échantillon, peut-être que les femmes qui s'impliquaient en tant que partenaires en traitement, suivi de réadaptation, c'est peut-être des partenaires qui sont plus souffrantes
que celles qui décident de ne pas rentrer en suivi de réadaptation. Donc, il y a cette possibilité-là qu'on a trouvé énormément de souffrance, peut-être parce que c'est les partenaires qui choisissent de s'impliquer en traitement, mais on ne peut pas vraiment le savoir puisqu'on n'avait pas ce groupe contrôle. Aussi, bon, là, c'est sûr, c'est un peu tout le temps ça, mais les questionnaires qu'on a utilisés, c'est auto-rapporté. Donc, c'est sûr que c'est une mesure qui est quand même subjective et non objective. Ça aurait été un peu impossible d'aller observer chaque couple derrière leur porte fermée, de voir comment ils résolvent les problèmes, mais c'est sûr qu'après ça, de poser un questionnaire, ça amène une certaine subjectivité qu'on ne peut pas nécessairement tout le temps être objectif dans nos mesures. Donc, je vais faire certaines recommandations avant que Valérie vienne avec son expérience clinique à elle, qui va être super intéressante. Je vais vous dire un peu de théorie derrière comment inclure parfois les partenaires en suivi de réadaptation. Commencer par c'est quoi la posture de l'intervenant à préconiser. C'est pas quelque chose qui sort de l'étude que j'ai fait ou que moi et Magali on a fait, mais c'est une étude dans laquelle Magali était impliquée, mais avec d'autres chercheurs, dont Francine Ferland et ses collègues. Je vous mets la référence en bas de page. Vous pouvez aller voir l'article, ça serait vraiment intéressant. Et c'est dans le fond posture à préconiser afin d'aider l'élaboration d'une bonne alliance thérapeutique avec les partenaires. C'est fait par Recherche et intervention sur les substances psychoactives Québec, donc le risque. Euh, donc, je vous dis, c'est peut-être des choses que vous savez déjà un peu, mais je pense que c'est bon de comme redire ensemble dans un modèle qui a été étudié un peu de c'est quoi les postures à préconiser. Donc, on veut une posture de soutien émotionnel et d'écoute. On veut vraiment offrir un espace sécuritaire aux partenaires qui est sans jugement où ils se sentiront à l'aise de ventiler, vraiment sans jugement parce que ces partenaires-là ressentent énormément de jugement dans la vie à l'extérieur du fait d'être avec un joueur qui a une dépendance, du fait de rester avec le joueur qui a une dépendance, le fait de peut-être dire, ben là, ça veut dire que tu le gères pas assez bien. Tu sais, il y a énormément de jugement. Fait qu'on veut vraiment qu'en suivi de réadaptation, il n'y ait pas ce jugement-là. On veut acceptation et empathie. Les membres de l'entourage ressentent beaucoup de culpabilité face à la situation de leurs proches et ils doutent continuellement de leurs capacités. Donc, on veut amener beaucoup, beaucoup d'empathie et d'acceptation en suivi de réadaptation. On veut aussi qu'il y ait une posture de validation et normalisation parce qu'il y a certaines des actions des partenaires ou des membres de l'entourage qui vont être maladroits. Au final, ça peut même augmenter les habitudes de jeu du joueur, mais on veut vraiment, là, en suivi de réadaptation, reconnaître l'intention positive derrière chaque geste. On veut vraiment valoriser les efforts, vraiment apporter un soutien, valoriser le soutien qu'ils apportent à leurs proches parce que même si on dit, ah ben là, peut-être que ça l'a backfire, ça n'a pas eu le résultat escompté, on veut vraiment reconnaître, hey, on sait que vous avez fait ça dans une intention positive. On peut développer l'espoir aussi, aider les partenaires et les membres de l'entourage à agir sur ce dont ils ont du pouvoir. Il y a plein de choses dans lesquelles ils n'ont pas de pouvoir. On ne peut pas forcer un joueur à arrêter de jouer, mais il y a des choses sur lesquelles elles ont du pouvoir, puis c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir focuser. Apprendre aussi des nouvelles stratégies pour favoriser le mieux-être et pour faire face au comportement d'usage de leurs proches. Finalement, on va être dans une posture de collaboration pour explorer les stratégies qu'ils souhaitent mettre en place. Quelle stratégie a déjà été mise en place? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on va mettre en place dans le futur? Vraiment collaborer. C'est pas juste l'intervenant qui dit quoi faire, c'est on collabore ensemble pour élaborer des stratégies. Donc ça, c'est par rapport à la posture. Maintenant, je trouve ça super intéressant de vous mettre deux petits verbatim qui ressortent d'une autre étude faite encore par Francine Ferland et ses collègues en 2016. On a un verbatim d'un ami et d'une conjointe qui je trouvais que ça montrait un peu le besoin parfois d'impliquer les membres de l'entourage dans le suivi en adaptation. Il y a un ami qui disait, le fait de parler, même si c'est pas dans une thérapie, mais juste le fait d'en parler, de ventiler, déjà là, ça dédramatise la situation. Il semble que tu n'es pas seul, surtout quand c'est dans un groupe. L'expérience de l'autre t'aide à voir clair dans la sienne. Ça, je trouve que c'était cool à ramener, de voir que des fois, ça dédramatise. On a aussi l'expérience un verbatim d'une conjointe qui dit moi, j'aimerais mieux ensemble. Savez-vous pourquoi? Parce que là, j'entendrais ce que lui, il dit. Parce que lui, il pourrait voir l'impact que ça a sur moi, parce que ça a un impact fort. Mais aussi, j'aimerais ça qu'on ait des rencontres à deux, le joueur et moi, ensemble, pour que vraiment je sache ce que lui pense vraiment. Des fois, il y a beaucoup de cachotterie quand il y a de la dépendance, il y a beaucoup de choses qui ne veulent pas être dites, il y a beaucoup de honte. Puis quand on met les deux ensemble dans un suivi de réadaptation, bien, la conjointe, elle peut vraiment entendre ce que le joueur dit à son intervenant, puis ça peut vraiment, vraiment, vraiment débloquer plein de trucs. Donc, je trouve ça cool de vous mettre certains petits verbatims. Maintenant, on passe aux recommandations sur comment inclure les partenaires.
avec le Five Step Method. Le Five Step Method, ça a été développé par le UK Alcohol, Drugs and Family Research Group. C'est un manuel de 105 pages. Je vous le résume en quelques minutes, fait que je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'aller voir le manuel. Au minimum, aller voir la référence que je vous ai mis en dessous là, de traduction libre qui a été faite dans le cadre d'une conférence pour le risque en 2016. Mais c'est sûr que, bon, c'est ça, mon petit résumé de 5 minutes ne va pas vous dire tout comment faire ça, mais je pense que c'est bon d'avoir peut-être un peu les 5 étapes en tête, puis après ça, aller lire si ça vous intéresse, si vous n'étiez pas déjà familier avec le Five-Step Method. Donc, le Five-Step Method, on va premièrement prendre le temps d'écouter les membres de l'entourage quand on les inclut en suivi de réadaptation pour qu'ils racontent leur histoire. On va aller identifier les stresseurs et faire de l'écoute active, puisque vous êtes déjà familier là, avec l'écoute active. Là, on va résumer, normaliser, susciter de l'espoir. Ça va être vraiment important de faire, c'est ça, un historique et d'identifier vraiment c'est quoi les stresseurs sur lesquels il faut travailler. Après ça, en deuxième étape, on va aller donner de l'information dans le but de diminuer l'anxiété, mais vraiment selon les besoins. On ne veut pas donner trop d'informations ou pas assez d'informations. Souvent, les gens vont arriver en suivi de réadaptation, ils vont manquer d'informations, c'est ça qui va causer une anxiété. Mais après ça, si on en donne trop en tant qu'intervenant, ça a été prouvé aussi que ça peut causer de l'anxiété. Fait qu'on veut vraiment essayer de gager c'est quoi les besoins par rapport à l'information qu'ils ont besoin. Et on veut vraiment offrir plus de l'information que des conseils. On ne veut pas aller dans une posture de je vais te dire quoi faire. On veut vraiment dire mais voici ce qui se passe en général avec les joueurs, voici ce qui marche en fonction en général avec les joueurs. On ne veut pas être trop dans les conseils, vraiment plus dans l'information. En troisième étape, on veut présenter et discuter des différentes stratégies d'adaptation et des différents types de réactions. Fait que ce que les proches ont déjà tenté de faire est présenter d'autres options. Chaque stratégie et chaque réaction a des avantages et des désavantages. On veut vraiment aller voir c'est quoi qui est le plus approprié pour ce couple en particulier ou ce membre-là de l'entourage en particulier. Ça pourrait être un exemple de la partenaire qui dit, ben moi, à un moment donné, j'ai décidé de cacher ses cartes de crédit, cacher de l'argent pour pas qu'il puisse aller au casino, pour pas qu'il puisse utiliser sa carte de crédit sur Internet. OK, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ben, peut-être qu'au final, quand il cherchait sa carte, il est venu me parler, ça a été une conversation qu'on a eue. Ou, ben non, au final, ça n'a pas marché pendant tout. Il s'est fait une autre carte de crédit que j'étais pas au courant. Finalement, il a plus dépensé qu'avant parce que là, je ne pouvais pas voir le compte de banque, puis c'était pire, finalement, de cacher l'argent. Tu sais, fait, ça peut vraiment être intéressant d'aller voir c'est quoi qui a déjà été fait, c'est quoi les avantages et désavantages de chaque réaction, chaque stratégie d'adaptation. Puis dans le manuel de faire ça, peut-être, toutes ces réactions-là un peu sont écrites. Je vous encourage fortement à aller les voir. On veut aussi, en quatrième étape, aller explorer les sources de soutien présentes et possibles. Fait on veut augmenter le support social lorsque possible. Aller voir c'est quoi les ressources qui n'ont pas été utilisées au niveau médical, professionnel, mais aussi des amis, des membres de la famille à qui on n'a pas encore parlé de la dépendance, qui pourrait nous aider, quel soutien social on n'a pas exploré. On peut faire même des maps avec la personne, voir qui on n'a pas encore approché. Mais aussi, on veut aller diminuer les sources d'aide qui ont été jugées négatives. Si la partenaire dit, ben moi, j'en parle à mes amis, mais à chaque fois que j'en parle à mes amis, je me sens hyper jugée. Les membres de mon entourage me disent, ben pourquoi tu ne fais pas, je l'ai laissé. Puis après ça, je me reviens chez moi, ça ne m'a pas aidé pas en tout d'en parler à mes amis. Ben on pourrait dire, OK, cette aide-là, c'est une aide, mais c'est jugé négatif, au final, ça n'aide pas, on va arrêter ça, OK? Ou on va le faire différemment. Fait que c'est vraiment explorer les ressources de soutien possibles et toujours tenter d'améliorer la communication avec les proches. La cinquième étape, ça va être de résumer les premières étapes, faire des retours et fournir des références et des informations sur d'autres services possibles pour continuer le traitement. Donc, voici pour le Five-Step Method. Je laisserai un 10 minutes à Valérie Van Morick, qui, elle, est clinicienne, comparément pratiquement à moi, pour quelques recommandations cliniques pour l'intégration des partenaires. Donc, elle va vous donner quelques petites étapes, puis après ça, ça va être super intéressant. Elle va aussi vous donner quelques petits exemples qui viennent vraiment de sa clinique à elle. Donc, je te laisse la parole, Valérie. Merci, Merci. Laurence. Mais Merci c'était beaucoup, Laurence. Il y a plein d'applaudissements, peut-être avant qu'on passe à Valérie. Merci pour cette belle présentation. Euh, je voudrais peut-être super clair. C'est vraiment intéressant ce que Laurence a fait, et particulièrement dans le cadre de son bac, là, donc je pense qu'elle a toute raison d'être fière. Si je pouvais résumer en 2 mots, hein, avant qu'on passe à Valérie, les résultats de cette étude-là, simplement à dire que cette étude-là montre la souffrance des partenaires. Alors, on a l'impression que les partenaires n'ont pas besoin d'aide ou eux ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'aide, mais quand on regarde leur souffrance, elle est d'égale ampleur à celle des joueurs qui, eux, demandent l'aide. Fait que moi, c'est pour dire, ben, tu sais, quand on a qu'un partenaire qui a toujours l'impression que, tu sais, que le joueur peut être traité, moi, tout va disparaître, c'est vrai que la sévérité contribue à sa souffrance, que les conséquences contribuent à sa souffrance, mais il n'en demeure pas moins
qu'elle souffre beaucoup. Puis des fois, la souffrance disparaît pas comme ça, hein. On aimerait donc ça, des fois, quand on va pas bien, que ce soit, ça disparaisse comme ça, mais c'est pas le cas. Donc, je voulais juste attirer votre attention sur cette souffrance des proches qui est pas toujours nommée. Et puis, elle est pas explicable de la même façon. Fait que moi, je trouve ça intéressant, c'est comme Laurence le disait en thérapie, de prendre le temps d'explorer qu'est-ce qui existe en termes de pourquoi on a cette souffrance-là. Je trouve ça super intéressant. Et peut-être juste dire, quand on fait des évaluations, on met beaucoup l'accent sur l'évaluation du joueur, puis on documente tous les problèmes que ça a amené. Ben, je me dis, il faut peut-être prendre aussi ce même temps-là pour notre partenaire parce que on va voir des différences. Hein, ils ne voient pas les choses de la même façon et peut-être que cette différence de vision-là accentue aussi des problèmes de communication qu'ils ont. Effectivement, ça, je vais vous laisser là-dessus avec Valérie qui va poursuivre, mais juste de vous rappeler comment, tu sais, je sais qu'on n'a pas tous des approches. Moi-même, je travaille beaucoup plus en individuel qu'en couple, mais de ne jamais sous-estimer la souffrance des proches parce que peut-être les proches eux-mêmes la sous-estiment. Vas-y, Valérie. Oui, ben merci. Écoute, Laurence, tu as super bien fait ça. Je veux juste ajouter quelques petits points. D'abord, vous rappeler qu'il y a des services qui existent hein, dans les centres de réadaptation en dépendance pour les membres de l'entourage, donc uniquement pour eux. Donc, sans que le joueur ait lui-même fait une demande de service, parce qu'on le sait, des fois, ça peut être long, hein, entre le premier contact, la première fois on prend le téléphone pour appeler, pour prendre rendez-vous. Ça peut prendre un certain temps. Des fois, c'est les membres de l'entourage qui vont se mobiliser en premier. Donc, ça se peut que ce soit eux qui demandent de l'aide directement, mais ça arrive aussi des fois que les membres de l'entourage ne demandent pas d'aide parce qu'ils estiment que il veut que ce soit le joueur qui demande de l'aide. Puis eux, ce qu'ils se disent, c'est si mon partenaire demande de l'aide, ben ça va aller mieux nécessairement la situation. Alors, euh, l'idée ici, c'est que si j'ai un joueur dans mon bureau et que je veux impliquer le partenaire, ça se peut que c'est parce que le partenaire n'a pas voulu demander de l'aide pour elle-même. Elle n'a pas voulu solliciter les services de l'entourage et ça peut être un peu confrontant pour le membre de l'entourage de dire ben, pourquoi que Valérie veut m'inviter à la rencontre. Euh, alors, il peut y avoir toutes sortes de réactions. Et donc, cette rencontre-là, il faut idéalement la planifier. Donc, ça peut arriver là, parfois que on va chercher notre joueur dans la salle d'attente, puis le membre de l'entourage se lève puis dit je veux venir à la rencontre. Il faut avoir le consentement du joueur. Hein. Il faut avoir un mini-moment de dire est-ce que tu acceptes que que ta partenaire vienne en rencontre, puis d'être capable de saisir le malaise, puis d'être capable de dire mais moi-même, comme intervenant, peut-être que je n'ai pas le goût de faire cette rencontre-là sur le fly comme ça. Puis de dire ben, écoutez, ça me ferait plaisir de vous inviter. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le fasse une prochaine fois? Puis qu'on convienne ensemble du but de cette rencontre-là. Hein. Donc, juste de vous rappeler, hein, vous êtes l'architecte de votre cadre, puis ça peut être justement la première chose à regarder, c'est si on fait une rencontre avec la partenaire, c'est dans quel but? Hein? Puis, est-ce que notre joueur, peut-être qu'il y a des thèmes qu'il veut aborder, puis d'autres qu'il ne veut pas aborder. Hein? On ne veut pas être pris avec un secret qui n'est peut-être pas prêt à dévoiler. On sait que des fois, ça peut prendre un temps. C'est comme si on plante un drapeau, hein, de dire, OK, je sais qu'il va falloir que tu en parles de ce sujet-là, puis on va remettre ça sur la table. Puis des fois, ça va vraiment prendre du temps avant qu'ils se sentent à l'aise, par exemple, d'aborder ce secret-là. Donc, si on va avoir un lien de confiance avec notre joueur, puis qu'il accepte que le membre de l'entourage vienne dans la rencontre, il faut qu'il soit rassuré un peu par rapport à ce cadre-là. Je pense aussi qu'il ne faut pas se mettre de pression. Hein. Puis moi, ce que je faisais, c'est que je leur disais dès le départ que si on fait cette rencontre-là, ben, c'est possible qu'on ne trouve pas des solutions pendant la rencontre. Hein, parce que des fois, ils ont une attente que, bon, mais l'intervenante, elle va dire comme moi ou on va s'entendre sur tel truc. Pas nécessairement. Des fois, juste d'être là puis de s'en parler, l'idéal, c'est qu'ils trouvent leur propre solution. Hein, qu'on fasse un brainstorming, qu'on fasse le poids des avantages, des désavantages, comme Laurence soulevait tantôt.
Puis ça va être à eux de décider au final qu'est-ce qu'ils sont prêts à appliquer comme solution. Puis surtout, hein, au-delà de ce qu'on prévoit discuter, au-delà du brainstorming qu'on fait, c'est intéressant comme intervenant, je pense, de se distancer, hein, puis de regarder les échanges, le processus, la manière qu'ils échangent entre eux. Puis parfois, c'est pour valoriser, hein, de dire, hey, je vois que vous vous êtes bien exprimé, vous avez fait d'une part d'une belle écoute. C'est un sujet qui n'est pas facile, hein. On sent que c'est chargé émotivement. Je vous félicite d'être là, d'être capable d'aborder ça. Donc, d'être capable de leur refléter un peu ce qui se passe, c'est aussi riche que ce qu'on va déterminer au niveau du contenu. Puis, on en a parlé, hein, c'est difficile pour les deux membres du couple. Des fois, il y a comme toujours une tension qui est là en arrière-plan de on va-tu se laisser ou pas. Alors, d'être capable de faire ressortir les points forts, hein, les forces, ce sur quoi ils s'entendent. Qu'est-ce qui fait qu'ils font couple au-delà de toute cette détresse-là ou des difficultés qu'ils rencontrent? C'est super important parce que c'est ça qui va venir renforcer justement l'ajustement dyadique dont Laurence parlait tantôt. Puis, dans cette rencontre-là aussi, on peut discuter des attentes qu'ils ont, de leurs besoins, puis de s'entendre, dans le fond, sur ce qu'ils souhaitent voir changer. Parce qu'il y a peut-être des choses que ça va prendre un certain temps, hein. Au fil du suivi de réadaptation, on ne verra pas euh, les fruits de tous les efforts de la réadaptation tout de suite, mais il y a peut-être certaines choses qui est vraiment important pour eux que ça, on peut s'entendre dès le départ. Puis, très important aussi, quand on fait des rencontres comme ça, de revérifier l'alliance à chaque rencontre, hein, de dire comment vous vous êtes senti, est-ce que vous êtes senti confortable dans cette rencontre-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire différent pour la prochaine fois pour que les deux se sentent confortables à revenir? Là, je donne des petits Merci. exemples de ce que j'ai vu en clinique. Je nomme entre autres que des fois, juste à évoquer le fait de possiblement impliquer le membre de l'entourage, la personne va amener de l'information supplémentaire, hein. Comme disait Magali, on questionne beaucoup le joueur, on n'a pas beaucoup d'informations sur l'entourage. Puis si je pose la question à mon joueur de dire, ben, qu'est-ce que tu penserais que j'invite ta femme? Tu penses-tu qu'elle aurait d'autres informations importantes à communiquer? Ça ne va pas nécessairement déboucher sur une rencontre. Il ne va pas nécessairement accepter de l'inviter, mais juste de parler de l'entourage, oups, ça ouvre la porte à ah, je suis sûre que si elle était là, elle dirait ça, ou moi, je ne suis pas d'accord, mais oups, on a quand même des éléments qui sortent par rapport à ça. Puis, ce que je trouve intéressant aussi du fait d'impliquer les membres de l'entourage, c'est que des fois, ils ont plus de recul, hein, que les joueurs. Des fois, les joueurs, ils ne se voient pas aller. Des fois, il y a des facteurs de risque là, qui sont en train de se mettre en place. Puis, eux, ils ne le voient pas. Alors, le membre de l'entourage, quand on a des contacts puis qu'on vient de se voir à une certaine fréquence, ça peut être juste des petits spot checks, là. Donc, on se revoit dans 3 mois. Puis là, à cette rencontre-là de 3 mois, de dire, puisque vous trouvez que ça va bien, ça se continue, ça se poursuit, puis elle va dire, ben moi, je le sens plus stressé, j'ai l'impression qu'il me parle moins. Alors, des fois, oups, ça va nous permettre de peut-être ouvrir la, la, la discussion sur des éléments qui ont échappé au couple. Ça leur donne l'espace pour se parler. Puis, il ne faut pas oublier là, un élément essentiel là, de l'implication des membres de l'entourage, c'est que ça va favoriser, hein, l'implication dans la réadaptation. Il y a moins d'abandon chez les joueurs. Puis les partenaires, des fois, euh, ils ont juste besoin de ces petits spot checks-là, puis on va leur dire, on va vous aviser quand ça va être terminé. On va se faire une dernière rencontre à la fin pour faire un bilan. Alors là, ils sont rassurés parce que c'est arrivé des fois par le passé qu'ils ont eu la mauvaise surprise d'apprendre que le traitement a été interrompu 2 ou 3 mois avant sans qu'ils en aient été informés. Alors, voilà, c'est ce que je voulais partager là au niveau des avantages, selon moi,
à impliquer les membres de l'entourage, ne serait-ce que pour quelques rencontres sporadiques avec notre suivi avec notre joueur. Merci beaucoup, Valérie. On va passer aux questions. Merci. Laurence, tu peux peut-être arrêter le partage. Peut-être simplement pour ceux et celles qui sont curieux, curieuses, c'est une étude réalisée par Joël Tremblay. Il y a différents articles qui ont été publiés, notamment sur, tu sais, vous savez, présentement, il y a Couple Jeu 2, si on peut dire ainsi, mais donc sur Couple Jeu 1. Donc, il y a eu le chapitre de livres qui ont été faits. Il y a eu des articles qui ont publié. Puis j'ai eu une super belle question là tout à l'heure demandant, mais est-ce qu'on avait pris en compte les comportements des partenaires qui peuvent contribuer à accentuer les problèmes de jeu? Oui, dans la très grosse étude, ça avait été pris en compte. Et puis on en a discuté dans d'autres articles, pas dans celui de Laurence, mais dans d'autres articles. Donc, peut-être que je pourrais envoyer à Geneviève ou à Valérie, donc les références. Comme ça, s'il y en a qui ont envie d'en savoir plus sur ce projet-là, parce que peut-être certains d'entre vous ont participé, puis vous n'avez pas vu les résultats finaux, c'est des moments où est-ce qu'on... Puis, tu sais, c'est peut-être que c'est tombé pendant la pandémie, je ne sais pas trop, fait que on pourra vous donner les références pour que vous puissiez aller lire les derniers résultats pour ce premier volet de couple-jeu qui a été fait. Donc, est-ce que nous avons des questions de la part de notre auditoire qui l'écoute en direct? Non, on n'a pas de questions. Ça répond bien à vos attentes. Bon, ben écoutez, il nous reste peut-être une minute. Je vais prendre le temps simplement de remercier nos conférencières aujourd'hui et vous dire ce qui s'en vient pour l'an prochain. Donc, merci beaucoup, Laurence Godet, pour cette belle présentation. Merci infiniment, Valérie, pour l'organisation de ces midis Hermès IUD et pour ces ajouts cliniques, pour l'encadrement de tous nos conférenciers et conférencières. Merci, Geneviève Fortin, pour tout le soutien technique et toute l'organisation, les envois et tout ça. Là, on souligne très peu le travail de Geneviève, mais sans Geneviève, rien ne serait réalisable. Et je voudrais toute l'équipe de transfert des connaissances de l'IUD là, qui sont d'une très, très grande aide. On revient l'an prochain pour une troisième saison avec 2 présentations. Je vous donne les titres, je ne vous donne pas les dates. On va avoir une présentation sur le TDAH, donc tous les aspects neurologiques, neurobiologiques et la dépendance à Internet. Je sens que plusieurs vont être au rendez-vous. Et nous allons aussi avoir une deuxième présentation sur l'aspect de la solitude chez les joueurs de jeux de hasard et d'argent. Je vous rappelle également que toute la présentation de Laurence va être disponible sur le site de l'IUD et qu'il y aura un résumé pour apporter. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent conserver les trucs qui ont été discutés, eh bien, dans quelques semaines, vous aurez donc sous l'onglet, je crois, Midi Hermès, donc le lien avec la conférence et le résumé pour emporter. Est-ce qu'il me manque quelque chose, Valérie? Est-ce que j'ai oublié quelque chose à dire? J'ai mis dans le chat les fiches cliniques accompagner les membres de l'entourage et les cliniciens. Il y avait le lien là, en bas de la diap tantôt de Laurence, mais s'il y en a qui veulent aller cliquer là-dessus, il y a des exemples, par exemple, d'informations qu'on peut donner aux membres de l'entourage, comment outiller les membres de l'entourage à prendre soin d'eux. Alors, c'est une belle mine d'or d'informations, là, ces fiches-là, en lien avec le thème discuté aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite un excellent été, du repos pour nous revenir à l'automne, plein d'énergie pour les beaux projets qui s'en viennent. Merci infiniment et bon après-midi à tous et à tous. À bientôt.